Bonjour, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Nicolas Rosenthal, je suis un artisan juridique. Je vous expliquerai en fait en termes de cette présentation pourquoi artisan, parce que notamment j'œuvre quotidiennement soit à l'amélioration de certaines règles de protection des données, notamment dans le secteur financier, mais également à trait à la protection de la sphère privée. Je suis spécialisé dans ce secteur depuis maintenant 14 ans, actif en tant qu'indépendant, et j'œuvre principalement dans les grandes entreprises, non pas parce que mes tarifs sont trop élevés que les PME ne puissent pas se les offrir, mais notamment liés aux préoccupations de ces grandes entreprises que sont les banques, les assurances, les sociétés financières, les industriels de la place, etc. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est double. On va parler du cloud, naturellement. C'est un petit peu de vous sensibiliser aux risques juridiques, technico-juridiques, si on peut même utiliser ce terme, compte tenu que dans l'univers du cloud, il n'y a pas qu'une loi qui s'applique, il y a la loi de manière globale, c'est-à-dire la loi du réseau, cette loi qui est extrêmement difficile à identifier, à qualifier et à appliquer. L'intervention se fera en binôme. Je vais commencer sur une vingtaine de minutes, donc je vais aller à un rythme relativement soutenu. Je vous laisserai me poser les questions à la fin. Et je passerai le relais à Pierrick Baumann, correspondant informatique pour la protection des données auprès du préposé fédéral à la protection des données et de la transparence, qui vous présentera les risques cette fois-ci en termes de protection de la sphère privée d'un point de vue un peu plus technique, et notamment des enjeux également en dehors de nos pays, c'est-à-dire notamment l'Union européenne, voir un petit peu ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs. Alors, le thème juridico-organisationnel, juridico oui, organisationnel également, on l'a vu un petit peu avec l'introduction de ce matin, et c'est clair que le cloud, pour ma part, n'est pas quelque chose de nouveau. Alors je vais peut-être vous étonner, le cloud est quelque chose de très vieux, dans le sens où combien d'entre vous aujourd'hui disposez d'un site internet? Personne. Personnel ou professionnel ou personnel? Tout le monde. Très bien. Ce site internet, vous l'hébergez chez un hébergeur. J'estime. Cet hébergeur vous fournit en fait un contrat d'adhésion, un contrat de location, un entreprise de location, d'une plateforme qui permet d'héberger vos interfaces, qui parfois héberge également vos infrastructures, selon les cas. Donc on est déjà dans une mixité de cloud. L'hébergement d'infrastructures et l'hébergement également d'applications, ou du moins l'hébergement d'interfaces, qui va tourner, elle, sur du Java, du .NET, etc., etc. Et parfois, vous allez encore plus loin. Vous faites de l'archivage, vous faites de la conservation en dehors de l'entreprise, mais vous souhaitez maintenir en fait la maîtrise sur l'infrastructure elle-même, et vous allez dans ce qu'on appelle les IaaS, ces grands data centers, et vous hébergez vos données, vos infrastructures dans ces centres. Et tout cela existe déjà depuis plusieurs décennies. On parle de la création du web. Pas de la création de l'Internet, du web. L'Internet, vous savez, c'était le protocole IP. Le web, c'était la possibilité de visualiser avec des interfaces, notamment avec l'arrivée de l'HTML. Donc, on parle de plus de 30 ans. Et on s'en préoccupe aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire. Ce concept, en soi, comme je vous disais, n'est absolument pas nouveau. Alors, il y a ces univers, comme je vous disais, du SaaS, du PaaS, du IaaS. Le IaaS, je ne l'ai pas cité parce que j'estime que mettre à disposition une infrastructure, on n'est plus forcément dans un nuage. On arrive à localiser l'infrastructure. Logiquement, on devrait pouvoir localiser l'infrastructure. Mais dans le monde du PaaS comme du monde du SaaS, on partage des infrastructures avec d'autres personnes. Et ça va poser un certain nombre de problèmes juridiques qui pourront être ce qu'on appelle des problématiques d'ubiquité, d'être à deux endroits au même moment. Je pense que je suis en Suisse, alors que mon serveur est hébergé, par exemple, en France, mais où la maintenance, par exemple, est exécutée depuis le Maroc. Chose tout à fait réalisable, voire existante. Donc, le jour où il y aura un petit problème, soit défaillance, soit problématique de continuité, soit vol d'informations, etc., il faudra pouvoir identifier les responsabilités. Et c'est à ce moment-là que arriveront les grandes problématiques de relire les conditions générales que vous avez ratifiées avec ces prestataires. Alors, pour ma part, je ne vais pas vous brosser le tableau du PaaS, du SaaS et du IaaS, on va dire,
comme un des mortels, vous allez sur Internet avec votre carte de crédit et vous vous inscrivez, vous mettez votre carte de crédit et vous avez le service. Parce qu'on est dans un univers de contrat d'adhésion. Allez négocier les conditions générales avec Google dans cet aspect-là, bon courage. Avec Microsoft, il faut vraiment aller à Lourdes. Elle risque d'être extrêmement complexe, voire impossible. Par contre, dans l'univers d'une entreprise qui souhaite travailler avec un partenaire local, là, c'est distinct. Un partenaire d'intégration ou un partenaire, lui, qui cette fois-ci est physiquement en Suisse, et va vous proposer des solutions, quelque part, d'externalisation de vos infrastructures. Et là, on pourra mettre en place, on le verra, des problématiques liées au contrat. Alors, juste, plus à titre de refresh, tout cet univers de SaaS, c'est quelque part quelque chose qui existait également dans d'autres aspects qui s'appelait l'univers de l'ASP à l'époque. Alors l'ASP permettait justement, via connexion à distance, de pouvoir mettre en place des services, notamment c'était pour le Web Content Management, des outils de gestion de contenu Internet sur vos interfaces. Il n'y avait plus besoin d'installer le logiciel chez vous. Vous faisiez ça à distance, vous aviez votre site Internet hébergé notamment chez ce prestataire, vous pouviez changer le contenu de vos pages, même le gérer avec vos SMS, etc., etc. Du temps de l'SMS, encore soit-il existant d'ici quelques années. La grande force, en fait, qu'a connue l'univers du cloud, ça a été l'avancée technologique. Ça a été la possibilité d'utiliser, en fait, des API qui étaient intégrables dans vos interfaces ou dans vos outils et de permettre de proposer des nouveaux services à vos collaborateurs, à vos clients, etc., sans forcément investir des sommes colossales. Je vous donne un exemple tout simple. La page contact de vos sites internet, localisation de vos locaux. Vous avez la possibilité de télécharger aujourd'hui une petite API de chez Google Maps, de l'intégrer dans votre page HTML et de localiser géographiquement votre entreprise et de pouvoir même utiliser Street View, etc., pour voir la couleur de votre bâtiment et savoir qui rentre et qui sort de votre entreprise si les visages n'ont pas été floutés après la procédure qui a été engagée devant le préposé fédéral. Donc, on se rend compte en fait de ces avantages-là, c'est la possibilité d'intégrer, de partager. Et qui dit intégration, qui dit partage, dit réorganisation, dit risque. Et notamment risque de protection de données. Alors, cette externalisation, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on s'en choque aujourd'hui, on s'en étonne. On se dit, mon Dieu, scandale, mes données, on va me les voler. Oui, certes, on peut vous les voler. Mais combien d'entreprises aujourd'hui protègent réellement leurs données? C'est une bonne question. Extrêmement facile aujourd'hui d'obtenir des informations. Il n'y a pas besoin d'être un scientifique, il n'y a pas besoin d'être un juriste pour enquiquiner quelqu'un. Il suffit tout simplement de demander, vous savez. Et vous faites quoi comme métier? Ah, et vous avez qui chez vous? Et vous travaillez sur quel produit? Ah, mais on devrait se mettre sur LinkedIn tous les deux, comme ça on pourrait échanger. Puis aussi sur telle plateforme, puis comme ça je pourrais connaître où est-ce que vous allez, puis on pourrait se tweeter, etc. Puis vous retracez une multitude d'informations. Ça choque personne. Par contre, mettre les données de l'entreprise, ou une partie des données de l'entreprise, ça peut choquer. Assez étonnant comme contradiction. Ce qui est d'autant plus contradictoire, c'est que dans la sphère personnelle, louer une voiture, qui logiquement, entre nous, en termes de coût d'acquisition, de parking, de maintenance, etc., coûte beaucoup moins cher que de la posséder, choque. On préfère posséder que de louer aujourd'hui. Allez prendre un livre à la bibliothèque, au lieu de l'avoir dans sa bibliothèque, alors qu'on doit prendre parfois le transport public, qu'on doit en plus prendre sa voiture, voire payer une amende pour aller chercher ce livre à la bibliothèque. Là, ça dérange. Pourtant, on le fait pas. Mais stocker ces données en dehors de son entreprise, on se dit, bah tiens, peut-être, pourquoi pas. Oui, non, mais il y a de nouveau du risque. Donc on va de nouveau s'interroger. Louer des films sur des plateformes vidéo, mais de plus en plus commun. C'est ça le monde du SaaS. Le futur. Combien d'entre vous aujourd'hui regardent la télévision via Internet? Louent des prestations de services via Internet. Vous êtes déjà dans l'univers du SaaS. La téléphonie est dans l'univers du SaaS aujourd'hui. Combien d'entre vous utilisent Skype, même dans les entreprises? Vous y êtes. Vous partagez des infrastructures, sans vous préoccuper des conditions générales, sans vous préoccuper de la protection des données en réalité. Vous le faites sans vous en rendre compte. Nous sommes dans un univers dit invisible, le cloud invisible, le cloud par adhésion, par défaut. Alors, en gros, la confidentialité des données, qui est l'enjeu majeur d'un point de vue juridique, est bien existante.
vous avez différentes problématiques de confidentialité de données. Vous allez avoir la confidentialité des données dites sphère privée, données personnelles, et celle attrait à l'entreprise. Attrait à l'entreprise, en effet, certains secteurs d'activité sont sujets à des secrets d'affaires. Donc, risque de vol de données industrielles. Vous avez d'autres entreprises qui ont des données propres à leurs clients. Imaginez une banque stocker ces données en dehors de la banque. Vous allez me dire, non, mais ça n'existe pas. Mais quand vous faites votre e-banking et que vous utilisez le IBAN, ce fameux code d'identification internationale de transfert de paiement, le serveur de transfert de paiement, il est où? Posez-vous la question. Il est en Suisse. Alors oui, ils ont stocké quelque chose à Lausanne. Mais questionnez-vous sur l'entreprise. Où est-elle? Quelle est sa participation? Elle est belge, constituée de quelle banque? Est-ce que les données sont réellement en Suisse? Est-ce qu'elles ne transitent pas par ailleurs? Et quand je me connecte à mon réseau, quel est mon point de contact de chez moi jusqu'à la banque? Est-ce que réellement je passe directement jusqu'à la banque? Est-ce que je ne passe pas par des points d'interconnexion comme c'est sur Internet? Vous voyez les enjeux déjà présents, juste le fait de se connecter à ce type de prestation. Et enfin, le risque de vol de données de fonctionnement interne, naturellement, en stockant certaines données sur le fonctionnement de l'entreprise, quelqu'un qui serait malveillant, qui serait mal intentionné, pourrait s'intéresser à ces données, éventuellement les capter, les revendre, et qui sait tout simplement les divulguer. Parce qu'après tout, aujourd'hui, la divulgation, par le risque image, est nettement plus néfaste pour un concurrent qu'elle lui demander une rançon. Alors, les CIO vont s'interroger de plus en plus sur cette problématique de classification de l'information. Sauf que, voyez-vous, la classification de l'information aujourd'hui dans les entreprises est quasiment inexistante. Alors, je vais peut-être vous choquer, mais je parle d'expérience. Quand vous rentrez même dans une entreprise qui est censée avoir une classification rigoureuse des données parce qu'elles sont extrêmement sensibles, et que vous demandez de voir aujourd'hui l'organisation de cette classification, on vous fournit une police qui date d'il y a 10 ans, qui vous dit la classification c'est interne, public, confidentiel, voire secret. Qui est très bien. Mais qui a accès à quoi? Comment vous faites? Ah, mais pour ça, on a ce qu'on appelle de la SOD, la Segregation of Duties. On met en place des outils qui permettent de savoir qui fait quoi, comment on accède à quoi, etc. Très bien, ça ne suffit pas. Il faut tracer l'information, il faut savoir qui fait quoi avec. Quelle est son importance dans son champ de saisie? Il faut avoir un document qui n'a pas forcément de l'importance proprement dite, mais vous réunissez plusieurs documents et vous commencez à faire des profils de la personnalité. Parce que vous connaissez qui rentre et qui sort de l'entreprise, par exemple, pour les systèmes d'entrée au parking, parce que vous avez externalisé ce système d'accès. Vous dites, je ne veux pas le gérer. Et vous rajoutez, vous dites, où c'est l'entreprise, vous allez gérer également mes gestions d'horaires. Puis vous allez aussi gérer mon système de ticketing pour la cafétéria. Ça, je pourrais savoir qui mange quoi, qui arrive à quelle heure, combien de temps on travaille, etc. Et là, on commence à cumuler des données. L'autre enjeu, c'est cette analyse de risque. Pour faire une analyse de risque, il faut avoir une classification des données pertinentes. Si vous n'avez pas de classification des données pertinentes, l'analyse des risques, quelque peu remise en question. Comment pouvoir faire une analyse de risque cohérente si vous ne savez pas ce qu'il faut protéger? Ou du moins, ce qu'il faudrait protéger. Alors, l'enjeu organisationnel et, du moins juridico-organisationnel, c'est la conformité réglementaire, avant de parler des contrats. Selon les cas, vous allez vous retrouver dans des situations où les infrastructures sont hébergées à l'étranger. Où, tant qu'on reste dans l'Union européenne, logiquement, on a un semblant d'équivalent de législation, quoique les procédures ne sont pas forcément les mêmes. Je vous rappelle qu'en ce moment, les choses évoluent à une vitesse hallucinante. Je vous réfère aux derniers événements autour de la Méditerranée ces derniers mois, que nous sommes dans des périodes électorales en Europe, que les choses bougent, que des gens descendent dans la rue, que les gens mobilisent des infrastructures, que des gens commencent à faire des grèves, même dans des pays où on ne faisait pas la grève jusqu'à encore hier, en Suisse. C'est nouveau, ça existe. C'est dans la Constitution, personne ne le faisait. Et donc, il y a des risques de block-out, des risques de problématiques futures d'accès à des données, peut-être, d'accès à des infrastructures. Et toutes ces législations, il faut les identifier. Vous avez des secteurs d'activité, vous ne pouvez pas sortir les données comme vous voulez. Dans les banques, par exemple, vous devez demander, ou du moins, demander les personnes qui sont sujettes au traitement des données, leur consentement
pour pouvoir leur expliquer où partent les données, comment elles sont gérées, etc., etc. Et on le verra les conséquences tout à l'heure de la responsabilité. De toute façon, dans tous les cas, vous resterez responsable, même si vous externalisez le traitement des données. Alors, en dehors de cet aspect-là, vous avez des pays, on l'a vu en introduction, notamment les États-Unis. Je ne veux pas leur jeter la pierre, parce que l'histoire du Patriot Act, c'est beaucoup de vent. Non pas que ça n'existe pas, certes ça existe, mais si vous pensez que les gens ont le temps d'aller regarder vos mails, je ne montre pas que vous n'êtes pas intéressant. Ils n'ont pas la capacité ni l'infrastructure pour pouvoir le faire. Ils ont des outils d'automatisation. Si vous avez mis certains mots-clés, bombe, États-Unis, président, puis éventuellement le nom de 2-3 grands dirigeants avec des terroristes, peut-être votre mail sera ouvert, peut-être. Par contre, l'espionnage industriel, ça existe. Et ça marche bien. Et ça se vend. Il y a plein d'entreprises spécialisées aujourd'hui qui sont là pour traquer les serveurs dans les autres pays et identifier ce qui rentre, ce qui sort, etc. Alors quand j'entends, on me dit oui, mais vous inquiétez pas, d'un point de vue organisationnel, on sécurise tout ça. Il existe le SSL, l'IPsec, on va vous mettre des VPN, etc. Fabuleux, fabuleux. Mais d'un point de vue juridique, le droit étant une science, reposant notamment sur l'être humain, la théorie des nombres premiers qui permet de garantir la sécurité de nos données. Il faut savoir que l'encryption repose sur la théorie des nombres premiers. Je vais prendre des pincettes. Est quasiment sur le point d'être résolue. Ça veut dire que toute notre sécurité sera remise en question d'ici quelques années. Quand je dis quelques années, c'est entre 5 et 10 ans. Votre SSL 128, 256, etc. sera quelque part perméable. On pourra lire à travers. Parce qu'il y aura le moyen de casser ces clés. Et d'ailleurs, on les casse déjà aujourd'hui. Ça prend un petit peu de temps, mais on arrive à les casser. Donc, toute cette problématique de transport sécurisé pose déjà un problème. Et ensuite, le stockage sécurisé pose un autre problème. Parce que certes, il est bien de sécuriser des données, d'encrypter. Je vous rappelle juste un élément. En effet, vous pouvez récupérer vos données. On le verra juste dans la partie contractuelle. Mais on ne vous dit pas sous quel format. Si vos données sont encryptées, je peux vous rendre vos données encryptées. Augmente-t-elle une utilité? Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas. Si vous perdez la clé d'encryption de vos données déjà personnelles, vous avez déjà plus accès à vos données. Alors imaginez-vous si c'est quelqu'un d'autre en plus qui gère votre clé d'encryption. Risque qu'elle perde elle-même la clé. Et risque en plus que vous n'ayez pas accès à l'information, voire prise d'otage d'informations, comme on discutait tout à l'heure à la pause. On vous rend vos données. Ah, mais j'ai pas la clé pour lire. C'est pas grave, vous payez et on vous donne la clé. Ça existe, ça déjà aujourd'hui, ça existe. On vous rend les données, mais si vous voulez les lire, il faut pouvoir avoir le petit outil qui permet de créer cette réversibilité d'information. L'autre enjeu va être, au terme de la relation, la réversibilité de l'infrastructure. Revenir en arrière, parce que vous partez dans le monde du cloud et vous devez revenir en arrière. Certes, revenir en arrière, c'est toujours possible. Mais il restera un gros problème aujourd'hui. Toutes ces entreprises sont régulées. Elles sont quasiment toutes cotées en bourse. Google et compagnie sont des sociétés cotées. Ce qui veut dire qu'elles ont une obligation, notamment Sarbanes-Oxley, d'obligation de conservation des données sur une certaine durée, avec de l'archivage légal. Vous demandez l'effacement de vos données, mais peut-être que dans les systèmes d'archivage, ces données sont toujours existantes. Pas peut-être, certainement. Donc on va avoir des problématiques. Et en cas d'incident, pour y accéder, ce sera d'autant plus problématique. L'autre enjeu sera la dépendance avec le réseau de télécommunications. Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui c'est très fiable. Ça dépend. C'est très fiable quand vous avez de la redondance et que vous êtes sûr que les deux opérateurs avec lesquels vous travaillez n'ont pas pris à leur tour une prestation de transport de votre point de connexion, plus exactement de votre sortie de connexion suisse, vers un autre pays, chez le même opérateur. Parce que si cet opérateur tombe, vous avez vos deux opérateurs qui tombent. Et vous êtes réellement interdépendants de l'univers de télécommunications. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, si vous coupez l'Internet, vous pouvez continuer à travailler dans le monde du SaaS. C'est faux. Je vous coupe l'Internet, vous ne travaillez plus. Que se passe-t-il des données en cours de saisie? Dans la mémoire vive de l'ordinateur? Le jour où ça se remettra en place, ou la minute où ça se remettra en place, vous pourrez faire derrière le backup, aller rechercher avec des fonctions push? Non. Peut-être que les données qui sont en cours de saisie sont perdues.
Donc tous ces enjeux-là vont avoir des incidences chez vous. Donc ces applications-là, qui seront externalisées au travers de l'analyse de risque, devront, les partenaires technologiques de l'entreprise, les CSO, CIO, devront s'assurer de la fiabilité et notamment de la sécurité de ces données. Alors, l'autre problème sera l'intégration. Là, vous l'avez vu un petit peu dans l'introduction. Intégrer le monde SaaS dans l'entreprise, il y a différents scénarios, je vous laisserai les découvrir lorsque vous pourrez télécharger la présentation. Il va de soi que l'intégration d'un point de vue sécurité, lorsque vous devez gérer les droits d'administration et les droits d'accès à l'information, devient relativement complexe, même si vous pouvez conserver la gestion des mots de passe au niveau local. Parce que naturellement, dans certains cas, il faudra faire des révocations, s'assurer que ça a bien été appliqué sur le système, au bon moment, etc., etc. Et si en plus vous avez le réseau qui tombe, vous avez le risque que ça ne soit pas pris en considération. Et un autre enjeu, la pérennité de l'opérateur. Comme je vous disais, toutes ces sociétés sont cotées en bourse. Qui dit coté en bourse, on voit aujourd'hui la volatilité des marchés. L'argent est dette aujourd'hui. Ce n'est pas de l'argent physique. On crée de l'argent au travers de la dette. Toutes ces entreprises sont financées par la dette. Un actionnaire, pour mémoire, dispose d'un droit accès illimité à l'information de l'entreprise dans laquelle il investit. Je répète, un actionnaire dispose d'un droit d'accès illimité à l'information de l'entreprise dans laquelle il a investi. Qui sont les clients, qui sont les partenaires, le nombre de pannes, la localisation, le trafic, le chiffre d'affaires, etc., etc. Extrêmement dangereux. La question se pose aujourd'hui de savoir si ces entreprises, qui sont réellement les investisseurs derrière, d'où vient l'argent? Est-ce que nous ne serions pas déjà dans les mains de certains groupes, de certains organismes, plus ou moins, on va dire, recherchés? On ne sait pas. On sait pas. Donc la recommandation, c'est d'établir un POC, de mettre en place, si possible, un pilote pour vérifier si tout ceci peut fonctionner. Et je vais prendre maintenant 5 minutes et je vais céder la parole à Pierre-Yves Baumann. La problématique du contrat, comme je vous disais, il y a deux enjeux. Soit vous êtes dans un univers de contrat d'adhésion et vous avez deux options. Vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Vous acceptez, vous rentrez dans le service. Vous n'acceptez pas, vous ne prenez pas le service. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Soit alors, vous êtes dans un univers où vous avez la possibilité au travers de partenaires de négocier, et là, la donne est un petit peu différente, sachant qu'on a une variété de terminologies. On parle parfois de contrat d'externalisation, d'outsourcing, d'infogérance, facility management, prestations informatiques, contrat de cloud service, etc., etc. Mais en fait, tout ça, c'est un contrat d'entreprise. Et contrat d'entreprise, je vous lis littéralement, code des obligations, contrat par lequel une personne se charge de faire un ouvrage pour autrui, moyennant une rémunération, conservant son indépendance dans l'exécution de son travail, en conservant son indépendance. Intéressant l'indépendance ici. Peut-être que vos concurrents sont également sur cette plateforme. Construire dans le monde du SaaS, pas évident également. Donc on a une mixité entre le bail, on loue quelque chose, on loue une infrastructure, mais sans être réellement dans l'univers du bail. Et de l'autre côté, on est dans un contrat d'entreprise, dans lequel on devrait normalement garantir que le prestataire le fait dans une indépendance. Le monde du SaaS, c'est un petit peu incompatible avec cette définition. Alors, logiquement, vous devriez avoir une phase précontractuelle et d'établir ce qu'on appelle un cahier des charges. Et ne mélangez pas le cahier des charges avec les spécifications techniques. Le cahier des charges, c'est savoir comment, où et avec qui aller à un certain niveau de prestation. Et il faudrait détailler ce cahier des charges avec le partenaire qui va vous aider à aller vers l'univers du cloud. Je vous ai mis une petite liste des éléments essentiels, les objectifs attendus, les moyens techniques et humains nécessaires pour la réalisation du système, les délais de réalisation, l'évolution future envisagée. Les choses évoluent en fonction de l'interface que vous avez du navigateur. Vous avez certains outils qui ne sont pas lisibles en ligne. Si vous utilisez Joomla et que vous avez fait votre site internet Joomla avec Internet Explorer 7 ou 8 et que vous avez la mise à jour vers 9, il y a des fonctionnalités qui ne sont plus existantes. Donc vous voyez un petit peu la problématique. Les documents dans lesquels le prestataire exprimera ses réserves sur la position, etc., etc., proposition commerciale, offre de prestataire, etc., etc.
Donc il faudra garantir que ces exigences précontractuelles soient remplies pour être sûr que vous arrivez à terme, notamment dans les problématiques juridiques, la protection des données, la protection de la sphère privée, la réversibilité des informations, la pérennité, etc. soit garantie. Le fournisseur, lui, devra également garantir, dans cette phase-là, un certain nombre d'éléments. Il devra jouer carte sur table, démontrer qui sont ses clients, éventuellement, s'il a le droit de le faire, expliquer comment ça fonctionne en cas de pépin, quels sont les moyens de secours qu'il a mis en place, quelles sont ses redondances, etc., etc. Pourquoi c'est essentiel ? Notamment pour vous conseiller en fonction de votre analyse de risque, et d'intégrer ces éléments dans le contrat, de manière à garantir quoi ? Les objectifs. Vous connaissez ces aspects-là, ça s'appelle indirectement du SLA, du Service Level Agreement. Sauf que le niveau de service, dans le monde du SaaS, il doit être excellemment élevé. Vous ne pouvez pas vous permettre des interruptions dans le service, sinon vous n'avez plus accès à vos interfaces, et notamment au service. Vous devrez également garantir la confidentialité dans ces négociations. Peut-être allez-vous ouvrir vos systèmes, donner accès à des données confidentielles qui peuvent relever de la sphère privée ou pas, pour faire le POC par exemple. Chose toute simple, faites signer toujours un accord de confidentialité, ou du moins une lettre d'engagement de confidentialité de la part du prestataire. Et du client également, parce que le prestataire peut fournir des éléments confidentiels sur la gestion de son service. Et sur tout document remis, faites référence à cet accord et aux termes confidentiels. Sinon, ça n'a pas de validité. Vous allez avoir la prestation qui va s'exécuter. Et comme tout mariage, à un moment donné, arrive un élément qui s'appelle le terme. Ça ne veut pas dire forcément le divorce. Ça peut être le décès. Il y en a un qui part avant l'autre. Ça peut être la mésentente, c'est-à-dire la séparation. Ça peut être le remariage. Vous savez, dans cet univers, on est en contrat d'abonnement renouvelable. On se dit, tiens, on s'est bien aimé pendant 5 ans, on va encore renouveler 5 ans. Un petit peu le monde du pacte social. Et là, vous allez devoir être extrêmement prudent, au terme de ce contrat, de garantir l'engagement de la confidentialité, la restitution des données, la réversibilité des données. Parce que réversibilité des données contractuellement, peut-être qu'on vous dira oui, on vous les rend, mais à quel coût ? Combien de temps? Sous quel format? Parce que les données, attention, on parle juste de données brutes. Je pourrais même vous les rendre en forme binaire, si ça vous chante. D'ailleurs, tiens, ça vous embêterait bien si je vous les rends en forme binaire. Je passerait bien du temps à les reconstituer. Là, il s'agit d'avoir le format de lecture, et notamment les bases de données derrière. À quoi bon avoir une liste de clients, de numéros de téléphone, etc., si je n'ai pas la base de données qui permet de faire la recherche? Ou le lien? Ou la table de relation? À rien. J'ai des données brutes qui ne servent quasiment à rien. Et croyez pas que c'est quelque chose qui ne peut pas arriver. Ça arrive tous les jours. Je vous donne juste un exemple. Nous sommes en fin d'année. Il y a une recrudescence des attaques par déni de service toujours en fin d'année. Toujours vers la période de Noël, c'est là, c'est extrêmement lucratif, ça rapporte plus que n'importe quel trafic de drogue, de traite humaine, de prostitution et d'armes. La criminalité aujourd'hui numérique est extrêmement rentable. Et croyez-moi, louer un serveur aujourd'hui, ça ne coûte rien. C'est 25 cents pour louer un serveur, pas une machine. Un serveur. Vous attaquez avec 160 000 serveurs pendant une journée, ne coûte quasiment rien aujourd'hui. Par contre, toutes les données que je vais capter, les numéros de carte de crédit, les noms, les emails, etc., ça se revend, ça a de la valeur. Et en plus, je vous immobilise en termes de travail. Donc vous voyez aujourd'hui cet enjeu-là, où, dans la phase contractuelle et au terme du contrat, il y a des environnements externes qui peuvent venir nuire aujourd'hui d'un point de vue contractuel en termes de responsabilité. Que se passera-t-il si vous êtes attaqué? Que se passera-t-il si demain matin votre réseau tombe et vous n'avez plus accès aux informations? Que se passe-t-il si demain matin vous avez une fraude interne liée à une interface qui est dans un univers SaaS? Qui gère le log? Le log. Qui gère ces traces? Pas vous, le prestataire. Vos contrats doivent inclure cette problématique de gestion des logs. Et c'est une obligation de résultat, ce n'est pas une obligation de moyens. Je vous ai mis la distinction. L'obligation de résultat, c'est atteindre l'objectif. Et c'est à charge de celui qui s'est engagé de démontrer qu'il l'a atteint.
L'obligation de moyens, c'est tout mettre en œuvre pour atteindre l'objectif, et c'est à vous de démontrer qu'il n'a pas atteint l'objectif. Si vous ne pouvez pas démontrer, parce que vous n'avez pas accès aux infrastructures, vous n'avez pas accès aux logs, comment allez-vous apporter la preuve d'une fraude, la preuve d'une attaque sur votre système, etc. Votre demande sera irrecevable devant un tribunal. Irrecevable. Et les logs, dans certaines activités, sont obligatoires. Vous êtes obligé de loguer, vous êtes obligé de tracer. Et le code des obligations, et en particulier le code pénal, mentionne bien qu'il faut que les informations soient dûment protégées. Et qu'à défaut d'identification d'un responsable clairement identifié, c'est l'entreprise qui est responsable pénalement, article 102 du code pénal. Qu'est-ce qu'elle encourt? 5 millions d'amendes en fonction de sa capacité financière et 5 ans d'emprisonnement. Comment on met en prison une entreprise? Très simple, qui représente l'entreprise? Les administrateurs. Formidable. Voilà encore une espèce en voie d'extinction. Et qui sont en dernier recours les responsables? Les actionnaires. Qui ont un accès illimité à quoi? À l'information. Donc ils ne pourront pas dire « on ne savait pas ». Vous comprenez le risque? Donc cet enjeu résultant de la fin du contrat, et j'en arrive à ma conclusion, non pas que je ne recommande pas l'univers SaaS, PaaS ou autre, mais il est extrêmement important d'être très vigilant, d'un point de vue d'une part contractuel, d'un point de vue technologique, d'un point de vue compréhension d'évolution, de stratégie de l'entreprise, etc. Quand on parle de prudence juridique, on parle de comprendre les systèmes juridiques également étrangers. Où sont stockées les données? Je vous rappelle qu'il existe une loi, la loi sur la protection des données, où vous avez la liberté de pouvoir stocker les données en dehors de l'entreprise, chez un tiers, mais que vous restez responsable du traitement. Vous êtes responsable. Et en fonction des données, vous devez demander le consentement à celui qui est sujet au traitement, vos clients, vos collaborateurs, etc. Si vous ne l'avez pas prévu préalablement dans le contrat de travail, par exemple, qu'il a donné son consentement préalable, ou dans le règlement de l'entreprise. Donc vous risquez d'être confronté en voulant mettre une infrastructure à des problématiques de consentement des collaborateurs, d'acceptance de technologie. En Suisse encore, on n'a pas trop de syndicats, tout se passe bien. Mais allez en France, allez en Italie, allez en Espagne. Et vous dépassez un ratio de nombre de collaborateurs, 50 personnes, comité d'entreprise, délégué syndical, correspondant, liberté informatique, etc., etc. Vous voyez un petit peu l'enjeu. Donc en gros, avantage, OPEX contre CAPEX, certes, charge financière ou investissement. Détenir mon infrastructure ou louer une infrastructure. Dans les deux cas, défendable, d'un point de vue juridique, en tout cas défendable, juste à titre d'information, article 725 du Code des obligations, si la moitié du capital ne couvre pas les dettes de l'entreprise, vous êtes soi-disant considéré en situation de cessation de paiement et vous devez saisir le juge. Si vous ne détenez pas l'infrastructure, c'est une charge, et vous êtes limite, vous vous mettez plus proche du 725. Si vous détenez l'infrastructure, c'est un actif. Donc vous valorisez en fait quelque part l'investissement de votre entreprise au travers d'un capital immobilisé. Donc vous êtes plus loin du 725. Chose à réfléchir pour les petites entreprises. Les enjeux à relever, contrats extrêmement complexes. Rédiger des contrats notamment dans l'univers Yahoo, dans l'univers Google, croyez-moi, ça prend du temps. Et c'est pas volontaire. Confidentialité des données, existantes mais complexes. Intégration au système d'information, complexe également. Garantie de qualité et de continuité de service, existante mais interdépendante du réseau de télécommunications. Donc vos contrats avec vos opérateurs devront être revus. Dépendance au prestataire, clair, dépendance même économique, vous dépendez de ce prestataire. Fait faillite, vous faites quoi demain matin? Vous faites également faillite. Vous n'avez plus d'infrastructure. Si c'est l'infrastructure critique de l'entreprise. Problématique de réseau, certes, notamment en fin d'année, DDoS. Vous êtes victime d'un DDoS dans votre entreprise, vous risquez de devoir peut-être couper l'accès Internet. Pensez-y. Et ça arrive tous les jours. Hein. Pas qu'à vous, aux opérateurs. Hein. Si demain matin Swisscom est victime d'un DDoS, il tombe. Il faut le savoir. Ils n'ont pas assez de serveurs pour répondre face à une attaque DDoS aujourd'hui. Il faudrait se mettre avec plusieurs opérateurs de télécom pour agréger l'attaque. Et dernier point, adhésion invisible au cloud. Combien d'entre vous, en fait, vous êtes sur du cloud sans même vous en rendre compte?
Parce que cloud, on parlait de modalités de paiement en introduction. Pas forcément. Il faut avoir de la prestation gratuite dans l'univers cloud. Votre webmail, c'est de la prestation gratuite. Sur un Hotmail, un Gmail, etc., etc., etc. Voilà. Petite introduction. Si vous souhaitez approfondir ces éléments, je suis président d'une association qui s'appelle l'APPD, auquel on partage en fait ces idées au travers de débats et d'invités de prestige, dont Pierre-Yves Baumann, à qui je cède la parole à présent, et je répondrai à toutes vos questions au terme de cette présentation. Voilà, merci beaucoup.